qu'après elles divergent petit à petit, notamment pour le Bridgerton dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire Anthony. Anthony est l'aîné des enfants Bridgerton et c'est de lui dont il est question dans le tome 2. C'est pour ça que d'ailleurs il s'appelle Anthony tout simplement. Alors nous allons regarder le résumé de ce duo de livres, puisque maintenant nous pouvons le regarder en toute tranquillité, lire quelques pages du début du tome 2 et puis je vous donnerai mon avis comme d'habitude dans mes vidéos booktube. Très chers lecteurs, quelle saison! Au rythme des balles et des réceptions, je vous ai narré le feuilleton haletant de la folle romance entre mademoiselle Daphne Bridgerton et Simon, le ténébreux duc de Hastings. Valse langoureuse, rebondissements cocasses et bagarres mémorables nous auront tenus en haleine jusqu'à l'épilogue d'un romantisme échevelé. Aurons-nous le temps de reprendre notre souffle? Il est à craindre que non, car il se chuchote déjà dans Londres qu'Anthony, le frère de Daphné, serait décidé à convoler lui aussi. Hélas, l'élu a une sœur odieuse qui s'oppose catégoriquement à cette union, en raison du passé libertin du vicomte. Cela nous promet bien des péripéties. Et comme il reste 6 Bridgerton à marier, votre dévouée chroniqueuse a de beaux jours devant elle. Ne perdez pas le fil, chaque cher lecteur, la saga ne fait que commencer. Rubrique mondaine de Lady Whistledown, Londres, 1814. Un résumé, ma foi, pas si mal, si on a déjà lu le 1, parce que je trouve que il révèle quand même énormément ce qui se passe dedans. Mais après tout, je sais pas, ouais, j'en suis un petit peu étonnée, mais bon, apparemment c'est normal. Prologue. Anthony Bridgerton avait toujours su qu'il mourrait jeune. Oh, pas lorsqu'il était enfant, non. Anthony n'avait alors aucune raison de s'inquiéter de sa propre mortalité. Dès le jour de sa naissance, il avait mené une existence dont auraient rêvé la plupart des petits garçons. Il était certes le descendant d'une vieille famille aristocratique fort riche, mais à la différence de la plupart des autres couples, les Lord et Lady Bridgerton étaient très amoureux. Aussi n'accueillirent-ils pas leur fils comme un héritier, mais comme un enfant. Il n'y eut donc ni fête ni cérémonie, seulement un père et une mère contemplant avec émerveillement leur nouveau-né. Quoique très jeunes, ils étaient âgés respectivement de 18 et 20 ans. Violette et Edmund étaient sages et solides, et ils aimaient leur fils avec une intensité et une dévotion rares dans leur milieu. À la grande horreur de sa mère, Violette insista pour nourrir elle-même son bébé. Quant à Edmund, il ne souscrivit jamais au précepte qui voulait que les pères ne voient ni n'entendent leurs enfants. Il emmenait Anthony faire de longues promenades dans la campagne du Kent, lui parlait poésie et philosophie, avant même qu'il ne soit en âge de comprendre les mots, et lui racontait une histoire tous les soirs avant de dormir. Le vicomte et la vicomtesse étaient si jeunes et si amoureux que personne ne fut surpris lorsque, 2 ans tout juste après la naissance d'Anthony, naquit un petit frère qu'on prénomma Bénédicte. Edmund prit aussitôt des dispositions pour pouvoir emmener son dernier-né en promenade avec l'aîné. Il passa une semaine cloîtré dans les écuries afin de fabriquer, à l'aide de son cellier, un sac
jetait alors dans les bras de sa mère en gloussant et jurait de la protéger contre le dragon cracheur de feu qu'il venait de croiser juste à une demi-lieue d'ici. À une demi-lieue, répétait Violette d'un air épouvanté. Juste ciel. Que deviendrais-je sans 3 hommes forts pour me protéger? Bénédicte est un bébé, protestait Anthony. Mais il va grandir. Comme toi, répondait-elle en lui ébouriffant les cheveux. Et toi aussi, tu vas encore grandir. Edmund témoignait la même affection à tous ses enfants. Il n'empêche que la nuit, quand Anthony serrait contre lui, contre sa poitrine, la montre des Bridgerton, il l'avait reçue le jour de ses 8 ans de la main de son père. Il aimait à penser qu'il Attendez, je me suis perdue. Qu'il avait lui-même reçu au même âge de son propre père. Il aimait à penser qu'il entretenait avec son père une relation un peu privilégiée. Non parce que ce dernier le préférait à ses frères et sœurs. Colin et Daphné étaient nés entre-temps, et Anthony savait fort bien que tous les enfants Bridgerton étaient aimés de la même manière. Non, s'il croyait sa relation avec son père particulière, c'était simplement parce qu'il le connaissait depuis plus longtemps. Après tout, il l'avait connu 2 ans avant Bénédicte et 6 avant Colin. En plus d'être une fille, quelle horreur! Elle avait 8 ans de retard sur lui, et, songeait-il avec plaisir, ne les rattraperait jamais. Aux yeux d'Anthony, Edmund Bridgerton était tout simplement le centre du monde. Grand, les épaules larges, il montait à cheval comme s'il était né sur une selle. Il connaissait toujours les réponses aux problèmes d'arithmétique, même lorsque leur précepteur les ignorait. Il ne voyait pas pourquoi ses fils n'auraient pas une cabane dans un arbre, et il la leur construisait de ses propres mains. Et quand il riait, une douce chaleur semblait vous envelopper. Voilà, je m'arrête ici pour ma lecture. Alors, qu'ai-je donc pensé de ce tome 2? Eh bien, écoutez, je l'ai trouvé mieux que le 1. Personnellement, le point de vue qu'on a la majorité du temps dans ce tome, c'est le point de vue de Kate, qui est une vieille jeune femme, c'est-à-dire qu'elle a plus de 20 ans, qui cherche à marier sa sœur, tout en étant elle-même disponible sur le marché du mariage, si je peux dire ça comme ça, compte tenu de l'époque. Mais voilà, sa sœur est tellement magnifiquement belle qu'elle éclipse tout. Enfin, de nombreuses jeunes femmes, notamment donc elle-même, Kate. Et du coup, quand elle se rend compte que Anthony, le vicomte Bridgerton, s'intéresse à sa sœur, puisqu'il a en fait tout simplement décidé de se marier et de se ranger avec une jolie jeune femme pas trop stupide, eh bien elle prend peur parce qu'elle sait que le vicomte, comme beaucoup de jeunes hommes, a eu déjà des aventures, puisque à l'époque c'était tout à fait normal d'avoir beaucoup d'aventures quand on était un jeune homme de la noblesse, ce qui n'était pas le cas pour les jeunes femmes qui, elles, devaient rester pures, etc. Alors, quand je dis que j'ai mieux aimé ce roman, ne nous en allons pas non plus, c'était pas exceptionnel. Après, ce que je ne peux pas enlever à Julia Quinn, c'est qu'elle écrit des romans qui se lisent tout seul. C'est-à-dire que on passe les pages, ça se lit, ça se lit, ça se lit. Et puis au bout d'un moment tu te dis mais j'ai lu beaucoup là, non? Parce que c'est très facile à lire, mais en même temps, voilà, il y a une balance entre gnangnan, soyons clairs, et pas trop gnangnan. Et du coup, ben,
consomme assez rapidement. Au final, après, ce que moi j'ai aimé, c'est que, alors déjà, j'avais pas le côté d'imaginer l'actrice comme pour, enfin, l'actrice et l'acteur comme pour le 1 de Daphné. Là, j'étais beaucoup plus libre d'imagination et c'était mieux. C'est pour ça aussi que j'avais pas voulu regarder la saison 2 de la série avant de lire ces 2 tomes-là minimum. Donc ça déjà, en plus du coup j'avais moins le côté comparaison entre les deux. Et une autre chose, c'est que j'ai trouvé que Kate faisait beaucoup moins niaise que Daphné. Et moi j'aime pas les héroïnes niaises, parce que même si moi-même je peux être un peu naïve et un peu gnangnan des fois, je le suis quand même assez peu. Et du coup, je me reconnais beaucoup plus dans des héroïnes qui sont fortes, qui ont beaucoup de personnalité, qui se laissent pas faire, etc. Alors certes, la Daphné du livre est plus comme ça que la Daphné de la série, mais quand même. Après, ça c'était pas mal. Mais il y a quand même des choses qui m'ont dérangé. Déjà, assez rapidement, on se rend compte de ce qui va se passer dans le roman. Bon, c'est le cas d'un certain nombre de romans d'amour, mais quand même, ça gâche un peu le plaisir, je trouve. En plus, comme le premier, il y a quand même un certain nombre de scènes un peu olé olé. Au bout d'un moment, en fait, de lire les deux là, ça devient un peu chiant. Pardonnez-moi le vocabulaire, mais oh là là, ils ont très envie de se faire des bisous bisous et du coup ils se font des bisous bisous tout nus. Bon, alors il n'y en a pas des tonnes, mais en fait il y en a suffisamment pour qu'au bout d'un moment tu deviennes un peu, enfin moi perso je devienne un peu blasée. Après peut-être que je suis pas la cible principale de ces livres, parce que du coup lisant ça et lisant des histoires d'amour bien romantiques, j'ai l'impression que la cible de ces livres c'est plutôt la jeune femme fleur bleue qui n'a pas forcément eu de relations amoureuses, voire de relations S-E-X-U-E-L, 2-L-E peut-être, oui. Et du coup, ben, on a envie de peut-être les moustiller un peu avec ça. Ou alors juste les femmes, parce qu'il y en a qui aiment bien être émoustillées avec ça. Mais moi en fait c'est pas trop mon cas et je sais pas, enfin au bout d'un moment autant des fois, enfin autant je trouve que dans certains romans on nous dit rien, autant là on nous en met un peu, mais presque trop, enfin je sais pas comment dire. Après c'est toujours beaucoup moins que la série sur HBO. Voilà, donc ça pour moi c'est un point négatif. Le deuxième point négatif c'est que je trouve que les personnages se ressemblent quand même un peu par rapport au 1. C'est-à-dire qu'il y a un duo qui est quand même assez attiré l'un par l'autre, même si au début ils s'aiment plus ou moins niveau personnalité. Il y en a un des deux qui veut, l'autre qui veut pas, mais qui va finalement vouloir, mais qui va finalement pas vouloir. Il y aura un mariage, oh là là, finalement ils seront très heureux, très amoureux, etc. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est assez au final identique et caricatural. Et du coup, après avoir lu le 1, en fait au final j'avais presque l'impression d'avoir lu le 2. Alors certes, comme il y a toujours un des deux personnages qui résiste un peu, comme dans le 1, bah tu lis parce que tu te dis quand est-ce qu'il va céder et pourquoi. Mais voilà, je trouve que c'était un peu trop. Je vais essayer de voir si je trouve, si je peux réserver la suite dans ma bibliothèque, parce qu'il est clairement hors de question que je paye ce livre-là vu que je ne l'aime pas vraiment. Enfin, pas suffisamment. Enfin, je sais pas. C'est entre eux, je l'aime pas trop et
je l'aime moyen. Voilà. Donc je me demande si dans les, je sais pas combien qu'il y a après, on aura encore les mêmes trucs ou si on aura enfin un peu d'originalité par rapport à ça ou pas. Après, je reste consciente que ces livres ont été écrits il y a 20 ans et que du coup, on a eu beaucoup d'histoires comme ça déjà, et que moi aussi, ayant 33 ans, je suis forcément beaucoup plus blasée que quand j'en avais 18 ou 20, puisque entre temps j'ai vu et revu des histoires comme ça. Le dernier point qui est quand même négatif pour moi, c'est les histoires de... Comment dire ça sans tout révéler? En gros, Kate a une peur phobique de l'orage, et comme on a vu au début, le vicomte a l'impression qu'il va mourir jeune. Et en fait, bon, après tout, pourquoi pas, ça change un peu ça, et c'était intéressant. Et en fait, quand j'ai vu les explications qui étaient données pour ça, et comment elles étaient résolues, ces peurs, j'ai trouvé ça assez ridicule, je vous l'avoue. Parce que je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment de la psychologie, mais à la mort moelle, dans le sens où on a un problème, oh bah en 2 secondes, on résout ce problème, ça y est, c'est bon, tout va mieux, etc. Alors certes, on peut avoir des soucis qui sont résolus, on peut avoir des brusques avancées sur soi, mais à ce point-là, sans rechute, si je peux dire ça comme ça, etc., ça me paraît quand même un peu gros. Donc ça, j'ai pas trop aimé. Après, je vais quand même vous dire ce que j'ai aimé dans ce roman. J'ai aimé les fortes personnalités des personnages principaux. J'ai trouvé mignon quand même d'avoir une histoire d'amour un peu gnangnan, mais pas trop trop, avec quand même une vraie évocation d'attirance physique sans pour autant avoir une attirance amoureuse, parce que c'est vrai que ça change dans ce genre de roman prévu pour jeunes filles. Et puis bah écoutez, ça se lit quoi, tout simplement. Alors, en conclusion, est-ce que je recommanderais ce roman? Eh bien, comme pour le 1, je le recommanderais pour la lecture de jeunes femmes de 15 à 25 ans. Pour moi, c'est la tranche d'âge majoritaire qui pourrait l'apprécier, ou de jeunes femmes romantiques, ou qui aiment les histoires d'époque, on va dire. Pour avant, pour avant, non, peut-être pas quand même, parce qu'avec les histoires un peu olé olé, ça fait peut-être un peu jeune, mais pour après, voilà. Est-ce que c'est le roman de l'année? Non. Est-ce que c'est le roman à ne surtout pas acheter? J'irai pas jusque-là non plus. Donc là, je pense que c'est à vous de juger si vous connaissez quelqu'un qui voudra lire les deux là, ou que le 1 ou que le 2. On pourrait presque que lire le 2 indépendamment du 1, d'ailleurs, je suis en train de penser. Parce que les quelques événements principaux du 1 sont rappelés à l'intérieur. Voilà. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je crois qu'elle est un peu plus longue que mes vidéos booktube habituelles, mais bon, je ne pense pas que ça gênera quelqu'un. Je vous tiendrai au courant si j'arrive à mettre la main sur la suite. Ou pas. Et puis d'ici là, je vous retrouve tous les jours ou presque sur ma chaîne principale pour de nouvelles vidéos, et le mercredi sur ma chaîne secondaire pour des vidéos sans chuchotement. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.